Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui, nous sommes toujours en train de lire Hegel, la philosophie, sa vie, voilà. Euh, c'est sa vie, son œuvre, par Jacques Dante, aux presses universitaires de France en 1967. Voilà. Euh, Ce livre est vraiment intéressant pour moi et j'en suis au tout départ, voilà, son existence sur sa vie. Alors, comme d'habitude, je lis, je découvre en même temps, et c'est lié donc à la théorie que je développe sur la mécanique universelle.net, un site internet qui essaie de démontrer de façon le plus pragmatiquement possible que l'humanité va vers sa perfection, son ultime perfection, parce qu'elle est toujours parfaite au présent, tout en étant perfectible. Mais on se dirige vers un état de perfection, d'universalité, de paix universelle, de voilà. Mais c'est une, une position, une finalité, on pourrait dire, spirituelle. C'est lié au spirituel. C'est une rencontre avec le divin, avec le principe créateur. On va vers cet état de relation, de fusion avec le principe qui est à l'œuvre dans l'univers, qui, le principe qui sous-tend l'univers, qui a mis en œuvre l'univers. Je ne sais pas que, voilà, je dis le divin, mais ça peut être, on peut, voilà, c'est comme ça que les religions l'ont pensé. On peut mettre X, l'inconnu, voilà, peu importe. En tout cas, ce qui est, ce que j'essaie de démontrer sur la mécanique universelle, c'est que il, vers où nous allons, vers cet état de paix, d'amour absolu, etc., c'est complètement en cohérence avec les grandes intuitions de toutes les grandes spiritualités. C'est ce qu'ont pensé le judaïsme il y a 2500 ans, le christianisme il y a 2000 ans, l'islam il y a 1700 ans, etc. Et, euh, et l'hindouisme de l'autre côté, le bouddhisme, etc. Donc, voilà, ça peut, et même les Grecs avec l'idée de l'âge d'or, d'arriver dans cet état-là, dans un état de perfectionnement. Donc, il y a quelque chose qui paraît formidable, que finalement nous allions, et je pense qu'un jour la science démontrera ce que je dis encore de façon intuitive, parce que j'ai que des preuves qui sont, j'essaye d'apporter des preuves par la logique, mais en fait, évidemment, ça devra être confirmé par la science. Un jour, je pense, c'est ma conviction, un jour la science, peut-être dans un siècle ou dans 2 siècles, je ne sais pas, ou dans 30 ou 40 ou 50 ans, je ne sais pas, voilà, dans quelques décennies, la science va commencer à analyser, on commence à avoir le matériel pour pouvoir mettre à l'intérieur toute la logique de notre évolution depuis qu'on s'est distingué des autres primates, qu'on est devenu l'humanité. Et à partir de là, on a commencé à inventer des choses, à progresser, la roue, la loi, les lois, le langage, etc. On a sophistiqué les lois, les interdits. Au début, c'était des tabous, puis c'est devenu des interdits moraux avec la religion, etc. Puis ça devient des interdits laïques. Mais tout ça, le but de tout ce travail, par exemple, c'est de maîtriser le comportement humain, de rendre l'humain euh, le, le, le plus respectueux d'autrui, qu'il ne soit plus un loup pour l'homme, qui finisse par ne plus jamais s'affirmer aux dépens des autres. Et donc, dans un siècle, ou dans 2 siècles, ou peut-être
dans 50 ans seulement, on sera parvenu à cela, à faire que l'humanité soit en paix, etc. Voilà, peut-être ça prendra 2 siècles, 3 siècles, 4 siècles. L'humanité a le temps, on a le temps de l'évolution. Voilà, voilà ce que je tenais à dire sur la mécanique universelle. Et en fait, je connais qu'intuitivement Hegel. En fait, la philosophie, c'est quelque chose que je comprends de façon viscérale, on va dire. C'est pas quelque chose que je maîtrise intellectuellement. J'ai la conviction que Hegel, quand il parle de l'évolution de l'esprit vers un esprit supérieur, sa finalité, c'est celle dont je parle de façon naïve. Mais c'est la même chose. Voilà, et c'était la même chose quand le judaïsme parle d'aller vers l'Apocalypse. L'Apocalypse qui serait la révélation. En fait, la révélation, ce qui veut dire que on comprend, on finit par comprendre qu'est-ce que c'est qui a créé cet univers. Pourquoi il a créé cet univers? Quel est le sens de l'humanité? Qu'est-ce qu'on doit faire? Pourquoi on est présent sur cette terre, etc. Voilà. Donc, euh, voilà. Bon, bref. Sinon, parce que je m'emporte et je vais complètement faire que dialoguer comme ça, sans lire cet ouvrage, alors que c'est ça qui doit soutenir la base. Pardon. Donc, alors je reprends. Donc, Hegel, c'est un peu sa vie. Là, or, en janvier 1799, le père d'Hegel mourut. Au partage de l'héritage, il reçut une somme minime, mais qui lui assurait pour la première fois une existence et des études à peu près indépendantes pendant 2 ou 3 années. Alors c'est là où c'est intéressant. C'est que finalement, il y a, et c'est là où la vie, elle est magique. Bon, je démontre sur la mécanique universelle qu'il n'y a pas de hasard, que tout est déterminé, mais qu'on doit croire au hasard à la limite, on doit croire au libre arbitre, à tout ça, pour pouvoir construire l'humanité, mais on doit croire à l'illusion de ça. Mais la réalité, c'est que tout est déterminé. Bon, voilà, je renvoie sur ça. Et donc, Hegel, qui reçoit un héritage sur ce. Voilà. Nietzsche, qui reçoit une dot par l'État qui lui permet de vivre et de vivre comme il l'entend, c'est-à-dire il ne pouvait pas vivre en communauté avec les autres hommes. Son caractère était pas sociable suffisamment pour vivre. Seuls sont restés les aficionados, ceux qui l'ont aimé par-dessus tout, qui ont accepté son caractère et qui ont compris qu'il était comme ça. Comme, voilà, c'est des caractères comme Vincent Van Gogh qui sont des génies absolus et qui ont vécu des choses dans leur enfance qui les rend asociales finalement la plus grande partie du temps. Mais autour d'eux, il y a quelques saints comme ça qui restent près d'eux, qui les soutiennent, qui leur donnent de l'amour, de l'amitié, de l'affection. Voilà, c'était le docteur Gachet, c'était etc. Le facteur pour Vincent Van Gogh, son frère, etc. Voilà. Et, et, et pour Hegel et pour Nietzsche, eh ben, c'était voilà, quelques-uns de ses amis. Voilà, sont restés jusqu'à la fin, même quand il était dans ses délires quasiment. Voilà. Et ça, c'est exceptionnel. Voilà. Le divin donne toujours ce qu'il faut à celui qu'il faut, que ça soit rien, que ça, s'il faut passer par la souffrance et l'indigence, c'est l'indigence qui nous est donnée. Et voilà, pour Nietzsche, eh ben, l'État lui versait une pension et ça fait qu'il n'a pas eu besoin d'aller travailler, de faire des choses. Et il a vécu comme il fallait pour écrire la façon dont il écrivait. Et pareil pour Nietzsche, voilà, pour 3 ans, ça lui donne
du répit, où il n'a pas besoin d'aller s'occuper des enfants des autres, faire voilà. Donc il choisit de résider dans la ville universitaire allemande la plus libre et la plus réputée, Jena. Voilà, j'aimerais aller aussi, voilà, faire ces tours-là, Tübingen, Jena, je ne sais plus où était Nietzsche, mais c'était sur les... Voilà, j'irai un jour, si Dieu veut. Malheureusement, quand il y arriva, quelques-uns des grands hommes qu'il avait illustrés venaient de la quitter, et en particulier Fichte. Alors, voilà, Fichte aussi, il faut que je lise Fichte. C'est des basiques et je pense que c'est des hyper spirituels, même s'ils ont essayé à travers la philosophie d'expliquer les choses à travers le plus de logique. Moi, je ne parle pas de christianisme ou très peu. Enfin, je m'incarne pas dans mon travail en me disant, ben voilà, c'est pas un travail lié à une communauté religieuse. J'aime toutes les communautés religieuses, ça c'est sûr. J'ai un amour considérable pour toutes les religions, ça c'est évident. Mais j'essaye de rester du côté le, pour pas interférer, parce qu'en définitive, ça, c'est mal perçu, malheureusement. Mais en même temps, voilà, la philosophie est entre le spirituel et le scientifique. Et elle doit utiliser la voie du scientifique, donc de la logique, voilà, la phénoménologie d'une certaine façon, le pragmatisme, mais pour démontrer la pertinence du spirituel. C'est comme ça que je conçois la philosophie. Elle est au centre entre ces deux formes, et voilà. Bon. Alors, Fichte, à la suite de la retentissante querelle de l'athéisme. Donc Fichte était parti. Voilà. Eh bien, je découvre en même temps que je lis. Hein. Donc Fichte venait de quitter Jena à la suite de la retentissante querelle de l'athéisme. Cet exode promettait de se poursuivre. Voilà. Alors, il a dû... J'aimerais savoir si c'est parce qu'il a été pourchassé en tant qu'athéiste, en somme, alors qu'il ne l'était certainement pas. Mais voilà, et comme on a condamné Spinoza parce qu'il disait que Dieu est dans la nature, dans cette forme-là, alors que c'était un hyper spirituel, un grand spirituel. Et d'ailleurs, les profs de philo que j'ai écoutés parler de Spinoza se trompaient, à mon sens, quand ils essayaient d'en faire presque un athée, quoi, presque quelqu'un qui était détaché du spirituel. C'est pas vrai, ce sont des hyper spirituels, voilà, des grands spirituels, sauf qu'ils veulent expliquer les choses le plus mathématiquement possible pour que tout le monde le comprenne et pour qu'ils soient pas classés comme des huluberlus ou des sentimentaux ou voilà, des religieux ou autre chose. Donc, à Jena, Hegel se consacra à un travail philosophique et scientifique intense. Il rédigea et soutint en 1801 sa thèse inaugurale latine De Orbitis Planetarum. Voilà, De Orbitis Planetarum. Alors, voilà, il lui donne, il reçoit en héritage de quoi tenir 3 ans, et il bosse. Voilà, c'est pas 3 ans pour faire pour partir en vacances, dans laquelle il contredisait un peu légèrement les idées de Newton. Voilà, mais ça c'est normal. C'est des évolutions, c'est pas voilà, il n'y a pas de contradiction dans la philosophie en réalité. Chacun éclaire des bouts
de trucs, même si ça se présente comme une sorte de contradiction, ça se met... voilà. Ce succès lui permit de devenir Privatdozent à l'université. Puis, en 1805, professeur extraordinaire. Voilà, donc c'est bien, il a réussi à rentrer dans le système. Situation administrativement et financièrement très médiocre, mais qui lui donnait le droit d'enseigner. Ah ouais, à l'époque, c'était médiocre. On ne se rend pas compte que de ces génies qui sont... Voilà, qui sont... Mais c'est comme ça, il fallait que ça soit médiocre. Heureusement qu'il vivait pas, qu'il n'avait pas la paye d'un présentateur de journal actuel, parce que ça aurait corrompu complètement sa façon de penser. Il avait retrouvé avec plaisir Schelling, déjà pourvu d'un poste dans cette ville, et les deux amis publièrent ensemble en 1802-1803 un journal critique de la philosophie, dans lequel parurent sous forme d'articles les premiers écrits philosophiques de Hegel, à l'exception de son étude sur la différence des systèmes de Fichte et de Schelling, édité séparément en 1801. Eh ben, eh ben, eh ben, eh ben, eh ben, c'est quand même magnifique. Alors Schelling devait déjà avoir publié, etc., etc. Euh, quelle effervescence ça devait être énorme. Il ne fit imprimer ni ses cours, ni son important système de la moralité objective. Ah, moralité objective, voilà, évidemment, c'est ça. En fait, c'est le droit, c'est la conduite qui n'est plus régie par un dogme religieux rigide et qui a des très bonnes choses, mais des très mauvaises aussi. Le fait que ça soit objectif, c'est la morale humaine, c'est l'éthique en fait. C'est ce que nous allons... Voilà, et il faut ramener cette éthique-là. On a jeté la morale, on ne veut plus entendre parler de la morale, etc. C'est ce qu'on voit dans le... Mais en faisant ça, c'était très bien pour le système. Le système, ça l'encombre la morale, parce que ça éclaire ses mauvais comportements. Donc un système narcissique tel que celui qui est actuel, il ne veut pas entendre parler de la morale. Mais la morale, elle reviendra dans l'humanité. C'est qu'un passage là, l'éthique humaine, le comportement humain, ben, ce que, voilà, même les Sartre, les Camus ont travaillé finalement. C'est ramener quelque chose de laïque, mais qui soit basé sur les valeurs de la morale en somme. Hegel ne connut pas à Iéna les satisfactions professionnelles auxquelles il pouvait légitimement prétendre. Et cette déconvenue fut alourdie par des déceptions encore plus amères. C'est à Iéna que naquit en 1807 son fils naturel, Louis Fischer, qui par la suite fut pour lui une cause toujours renouvelée de contrariétés et de soucis, et qui mourut précocement et tragiquement à Batavia, où, par dépit et ressentiment, il avait pris du service dans l'armée hollandaise. La mère de Louis Fischer, tant qu'elle vécut, troubla elle aussi la vie familiale de Hegel. Donc c'était sa maîtresse en fait. Il avait il a eu quelqu'un qui a stimulé sa vie affective. Bon, bref. La bataille célèbre qui ravagea Iéna en 1806 dissipa définitivement les maigres espoirs que Hegel pouvait encore garder de faire carrière dans cette ville. Son logement fut pillé et il dut chercher refuge chez des amis. Ah ben, sa vie, c'était pas loin d'être une vie de tout repos. Il lui fallut accepter leur assistance, ainsi que celle de Goethe. Oh, Goethe, c'était la même époque. Il n'avait sauvé qu'un seul de ses biens, le plus précieux, qu'il tenait continuellement dans ses poches
pendant les combats et l'incendie de la ville. Le manuscrit de sa première grande œuvre, La phénoménologie de l'esprit, achevé, il l'a dit plus tard, au son du canon. Ah, incroyable. Eh bien, ça, c'est quand même incroyable quand on y pense. Ce livre ne trouva que très difficilement un éditeur, en 1806, et seulement grâce à la caution personnelle de Nietamer, l'ancien compagnon de Fichte, qui était devenu entre-temps le protecteur et l'ami de Hegel. Voilà, là ils se comprennent, tous ces gens-là, ils ont compris qu'ils sont dans la même veine. Celui-ci se félicitait du résultat politique de la bataille d'Iéna. C'était le triomphe du grand homme des temps nouveaux qu'il avait vu passer à cheval, Napoléon. Cette âme du monde exportée en Allemagne et y imposée par la violence quelques-unes des conquêtes politiques et sociales de la Révolution française. Voilà ce qu'attendaient en fait à ce moment-là. Donc les espoirs, c'est pour ça que la philosophie politique qui s'intéresse au moment, qui est dans le moment, est toujours trompeuse finalement. Elle est, voilà, là, par exemple, ma critique du néolibéralisme, ma critique du marché, ma critique de l'avoir sur l'être, etc. C'est vain, c'est juste des écorchures, c'est parce qu'on est écorché, qu'on ne supporte pas l'injustice, qu'on va parler comme ça. Mais le monde se fait comme ça, et dans 100 ans, on étudiera ça, on analysera ça, en disant il fallait passer par là, c'était comme ça, et le marché a fait ça de très très important, etc. Je le dis de temps en temps pour quand même, quand je sors un peu de cette colère naturelle, mais il faut avouer que c'est quand même, c'est quand même. Bon, je suis désolé, j'ai tourné la tête vers la télé et d'un seul coup, voilà, j'ai déconnecté. Bon, je continue. Mais sa victoire universelle à Iéna entraînait les pires conséquences matérielles pour l'individu Hegel. Ah voilà, c'était ça. Donc ils ont cru que Napoléon allait bouleverser le monde, etc. Et voilà, on a vu ce qui s'est réalisé en fait. Dans le plus complet dénuement, empêtré dans des difficultés sentimentales inextricables, il accepta avec reconnaissance l'emploi que Nietamer réussit à obtenir pour lui, la direction d'un petit journal, la Gazette de Bamberg. Nouveau déménagement, expédient périlleux, l'apparition d'une feuille politique dans l'Europe du début du XIXe siècle, et spécialement en Bavière, était soumise à toutes sortes de vicissitudes. Là, il fallait avoir un sacré courage pour y aller là. Le directeur avait tout à redouter des autorités versatiles, de leurs décisions arbitraires, de leur censure, des répercussions inattendues des articles qu'il publiait. Hegel compara bientôt sa tâche à celle d'un galérien. Il souhaitait s'en libérer. On le chassa dès 1808. On le chassa. Dès 1808, l'insertion dans la Gazette de Bamberg d'une information concernant les affaires militaires bavaroises indisposa le gouvernement et provoqua un grave incident. Hegel refusa de livrer le nom de son informateur. Il dut quitter la direction du journal, trop heureux de se tirer de cette affaire à si bon compte, j'imagine. Nietamer, promu sur ces entrefaits à un poste important de la direction de l'enseignement en Bavière, parvint alors à le faire nommer directeur du gymnase de Nuremberg. Alors, du gymnase, c'est quoi? Il va faire de la gymnastique ou qu'est-ce que c'est cette chose-là? À partir de novembre 1808, bon, on voit qu'entre 1800 et 1808, en 8 ans, il s'en est passé des choses dans son existence. Hegel se donna tout entier à cette fonction que les déplorables conditions financières et administratives rendaient très délicate.
Il réglait les difficultés pratiques les plus sordides et résolvait simultanément les problèmes pédagogiques de haute portée. Il défendit avec acharnement la culture gréco-latine contre des attaques qui se multipliaient. Il se chargea d'un cours de philosophie destiné aux grands élèves. Les notes de ce cours édité après sa mort composent le texte de la propédeutique philosophique. Eh bien, je vais arrêter là pour cette vidéo et je pense, c'est ce que je vais faire, il me semble. Peut-être je vais un peu avancer encore, un tout petit peu. Voilà, allez, je vais finir juste cette phrase. En 1811, il épousa la fille d'un patricien de Nuremberg, Maria von Tütscher, plus jeune que lui de 21 ans. Oh, belle et noble, mais pauvre. De cette union heureuse naquirent bientôt 2 enfants, Karl et Immanuel, en hommage à Kant. Et Karl, c'est Madame Marx ou Monsieur Marx qui a décidé de l'appeler Karl en hommage à Hegel, peut-être. Ça serait trop beau, je ne sais pas. C'est à Nuremberg que dans les premiers mois de son mariage, pour tenir les promesses de la phénoménologie et pour gagner la notoriété capable de lui ouvrir une carrière universitaire, Hegel commença à rédiger l'un de ses ouvrages les plus importants et peut-être les plus abstrus, la science de la logique. Mal logé, irrégulièrement payé, il se hâta d'achever ce livre afin d'alléger quelque peu, grâce à de maigres droits d'auteur, une gêne matérielle qui avait failli empêcher son mariage et qui restait fort alarmant. Eh bien, il devait être dans une sacrée précarité quand même. C'est terrible quand on y pense, hein. Purée. Enfin, à la suite de tractations complexes, il obtint en 1816 ce qu'il désirait depuis si longtemps, un poste de professeur d'université à Heidelberg. À 46 ans, devancé par des concurrents moins méritants, il répondait tardivement à sa vocation. Voilà, il était un peu mis de côté, quoi. Hegel passa à Heidelberg 2 années paisibles, 1816-1818, rétribué décemment, entouré de collègues sympathiques, admiré par des disciples ardents. Il se voua à l'élaboration de son système, enrichit et diversifia le contenu de ses cours. Il livra au public un exposé schématique de l'ensemble de sa pensée, le précis de l'encyclopédie des sciences philosophiques, 1817. Et bien là, il y a des gens qui ont dû se régaler là, à écouter ces cours, parce qu'ils devaient faire comme les professeurs de philo que j'ai écoutés à la fac de Nice quand je suis allé suivre quelques cours en auditeur libre. Monsieur Lavigne, par exemple, qui, sur les bases difficiles, par exemple, à partir de Husserl, arrivait à les mettre à la portée de toutes les intelligences, même les plus naïves et les plus archaïques. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc je pense que sa phénoménologie, qui est vraiment dure à lire, il a dû l'expliquer, la décortiquer, mettre les mots, des mots simples pour chaque mot savant qu'il avait employé, des mots compliqués en fait, que même les Allemands, semble-t-il, ne peuvent pas lire. Et c'est pour ça que certains lisent dans la traduction française Hegel, parce que c'est trop compliqué dans leur propre langue. C'est quand même extraordinaire quand on y pense. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là par contre. Bon, et ben c'est autre chose quand je commence à respirer un peu mieux, hein, je sors doucement de ce truc là, c'est pas encore le top, mais le soir je respire bien, donc c'est parfait, et mon esprit est un peu plus éveillé. Voilà, ça devient un peu plus agréable, je pense, pour vous. À très bientôt, merci de votre écoute, et n'hésitez pas à penser à mettre
un petit soutien, un petit pouce, voilà, ou même l'inverse, hein, si vous aimez pas, c'est important aussi, chacun a le droit de penser ce qu'il veut de ce travail, mais il paraît que c'est important pour la visibilité. Et puis voilà, si vous pensez que ça mérite d'un peu plus de visibilité, et encore une fois, j'ai oublié de le dire au début. Voilà, normalement c'est au début qu'il faut le dire. Ça. Bon, enfin bref, j'essaierai d'y penser la prochaine fois. Merci de votre écoute, à bientôt.